L'insécurité dans l'est du Congo, on en parle encore. Bunagana, plus de 90 jours sous les bottes des Rwandais. Oui, beaucoup de choses. Alors qu'au Congo, on semble s'associer, c'est une bonne chose, à la douleur, ou compatir à la douleur des Britanniques, avec le décès de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. On a dit, vive la reine est morte, vive le roi, son fils lui succède. Voilà, nous compatissons, mais chez nous, nous voulons que le Congo soit intact et que Bunagana soit sous le contrôle des institutions et de notre armée. Le carburant, oui, avec la pénurie actuelle, ce n'est pas ça qui peut nous empêcher d'être là pour vous servir. C'est une actualité passagère, parce qu'on dit d'ici le 14, ça va être résolu, cette pénurie. Nous, on reste dans la partie orientale du Congo. Freddy Mulumba est avec nous, bienvenue. Nixon Kambale, je ne peux plus vous présenter, vous êtes très connu. Et Norbert Yamba Yamba, libre penseur, mais aussi politique, consultant dans plusieurs domaines. Et vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance. Et Freddy Mulumba, journaliste et politologue, écrivain également. Vous avez suivi Bintou Keïta. Elle dit qu'ils peuvent rien, ou ils ne perdront rien en quittant la RDC. A-t-elle tout simplement cédé à l'émotion pour oublier les voies ou les règles diplomatiques? Est-ce que les masques sont définitivement tombés? On en parle. Nous prenons notre ami Nixon Kambale pour la prise de parole. Vital Kamerhe entame une tournée dans la partie orientale avec sa formule. Il ne sait pas quelle recette il va appliquer parce que lui-même connaît ce qui arrive au Congo. Et puis voilà, le ministre de l'Essu, qui est du coin, donc du Grand Nord, était aussi là. Quel est votre commentaire personnel alors que la force régionale pour l'Afrique de l'Est est déjà en déploiement au Congo? Merci Fabien, je salue mon grand frère Yamba ici, Freddy. Je peux dire Fabien, il y a deux ou trois choses. La fois passée, lorsqu'on était autour de cette table, c'était question de dire à quoi va servir les initiatives Obasanjo et Kamerhe. Et ça revient parce qu'évidemment, Kamerhe a entamé la tournée dans la partie orientale. Mais la question principale qui se pose, c'est de savoir, les initiatives-là vont résoudre quelle crise ou quel type de crise. Donc ici, il faudrait se poser la question, c'est quel type de crise que le Congo connaît aujourd'hui? Est-ce qu'une crise interne ou une crise internationale? Si c'est une crise interne, tant mieux, on doit nous dire clairement qui sont ces acteurs ou les belligérants de cette crise-là. Mais ici, au moins, le gouvernement avait pris une position claire. Nous faisons face à une agression. Donc, nous sommes à présent d'une crise internationale entre deux sujets du droit international. Et dans ce cas-là, je ne vois pas ce que l'initiative interne propre au Congo va résoudre comme problème. Parce qu'ici, le gouvernement a posé le problème clairement devant les instances internationales, même régionales, pour dire non, nous sommes agressés par un pays, le Rwanda, qui est là. Alors, si tel est le cas, les initiatives que sont d'Obasanjo de Kamerhe ont-ils laissé les quitus de ces institutions-là, ça sait résoudre les crises entre deux sujets de droit international? Est-ce que c'est pas le président de la République qui essaye un peu d'occuper Vital Kamerhe pour qu'il soit quand même, qu'il se sente honoré après la prison? Est-ce que c'est pas une façon de le gérer aussi là? Non, parce que l'initiative ne veut pas du chef. Sachant que la crise dans l'Est, elle est multiforme. Non, la crise aujourd'hui n'est pas multiple. La crise qu'il y a n'est pas multiforme. La crise a été bien définie par la RDC.
nous avons affaire à une agression. Donc, c'est une crise entre deux sujets du droit international. Et dans cette crise pareille, on n'a pas d'autre choix que de voir les institutions qui peuvent intervenir sur le plan international. Si ces institutions n'interviennent pas, on doit se poser la question pourquoi elles n'interviennent pas? Parce que cette situation menace la paix et la sécurité internationale. Mais par contre, évidemment, c'est ce que je vais souligner, c'est que si nous pensons qu'il y a une crise interne, on doit nous dire qui sont ces acteurs de cette crise-là. Parce que même dans le format le Rwanda, nous avons affaire à des groupes terroristes. Si je prends le terme du gouvernement, les ADF, par le gouvernement, ont été qualifiés de terroristes. Donc même cette crise-là, je ne vois pas comment une initiative interne va devoir mettre fin à cette crise. À moins qu'on nous dise qu'au-delà de cette crise, il y a d'autres questions sous-jacentes qui ne sont pas réglées. Dans ce cas-là, on doit nous dire qui sont ces acteurs de ces questions-là. Voilà. Merci pour votre prise de parole. La toute première, Freddy Mulumba, quelle est votre analyse personnelle? Bintou Keïta vous dit et ils ne vont rien perdre. Ils ne perdront rien si, en fait, en quittant le Congo, on peut dire, on va vous laisser dans votre confusion, parce que de toutes les façons, vous n'avez pas la maîtrise de ce qui se passe, ça vient d'ailleurs. Et puis, il y a Caméré qui entame aussi une tournée de la paix. Bon, est-ce que c'est l'initiative d'Obasanjo? Qu'est-ce que ça pourrait apporter au moment où il y a une force? L'accord a été signé aujourd'hui avec la communauté est-africaine pour le déploiement de la force régionale. Alors, toutes les armées du monde chez nous, rien ne change. Finalement, on est où là? Où allons-nous? Oui, je pense que dans ces pays, il y a encore des hommes qui passent beaucoup de temps à la recherche. Le moment est arrivé que ces gens parlent. La confusion a tellement duré, notre peuple a perdu les repères et c'est dangereux. C'est le peuple ou l'élite? Je dis, le peuple a perdu des repères. L'élite se fourvoie. L'élite n'est pas consciente. Le peuple qui en souffre, ça fait depuis 1994. Vous pouvez vous imaginer, on peut dire des générations perdues. Des gens qui ont fui l'Est jusqu'à Kinshasa à pied. Des enfants qui grandissent là où il y a des coups de feu. Imaginez-vous le traumatisme que ce peuple de l'Est a. Ça signifie que si vous avez une élite consciente, quand on dit consciente, une élite proche du peuple, il doit faire par tous les moyens pour trouver une solution. Mais le problème, c'est quoi? On n'a pas encore compris à quoi sert l'ONU aujourd'hui. L'ONU n'est plus encore l'ONU des peuples. L'ONU s'est métamorphosée en 1999 avec l'arrivée à la tête, donc comme secrétaire général, Kofi Annan. Kofi Annan a permis que les multinationales accèdent, infiltrent l'ONU à travers le pacte mondial. Or, ces multinationales défendent les intérêts privés. Ils ne défendent pas les intérêts publics. Donc en entrant, ils ont brûlé les cartes. Et curieusement, quand Kofi Annan a terminé son mandat, il s'est retrouvé comme membre dans le conseil d'administration de Davos, forum qui se tient en Suisse. Pas un fait du hasard. Donc je voudrais que nos frères qui ont été à l'école des Blancs comprennent. C'est une pression détail, ce sont eux qui avaient initié l'affaire de Genève avec la MOCA. Il y a un lien, quand vous voyez celui qui était ici, le secrétaire général qui était, le représentant du secrétaire général qui était ici. L'anglais là. Alain Dos. Ce n'est pas par exemple qu'il s'est trouvé là-bas. Donc nous devons être lucides. Nous sommes dans un tournant historique. Continuons. Nous les faisons mal, on est perdu. Les multinationales ont infiltré l'ONU. L'ONU n'est pas ce qu'elle était. Il faut se méfier. Deuxième chose qu'il faut relever ici, il faut quand même rappeler l'histoire. Ce n'est pas la première fois que l'ONU arrive. En 60, ils sont arrivés avec l'ONU. Ils sont partis comment? Quand on a refait l'armée,
Mobutu a fait un coup d'État. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça coûtait 400 millions, 130 793 dollars américains. Ils ont quitté le 30 juin, je pense, 1964. Ce n'est pas un fait hasard. L'ONU revient aujourd'hui, il vous consomme plus d'1 milliard chaque année. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là pour que les résultats. Donc ça signifie quoi? Mais au lieu de cette ère, Bintou Keïta oublie que les diplomates, ils commencent à vous dévoiler des choses. Bintou Keïta, nous ne perdrons rien Bintou Keïta vous dit, la RDC. Tu sais, Bintou Keïta vous dit la vérité. Elle est africaine. N'oubliez pas qu'elle vient de chez Sékou Touré. Hein. C'est un peuple qui s'est battu pour l'indépendance. Hein. Mais quand tous nos frères africains regardent les Congolais, ils se posent des questions. Elle n'est pas disciple de Sékou Touré. Non, le problème est qu'elle a toute cette culture-là. Non, elle est guinéenne. Oui. La Guinée Conakry. Conakry. Oui. Donc il faut voir tout son passé. Et la plupart des hommes d'Africains qui nous regardent, ils se posent des questions. Est-ce que les Congolais sont-ils à la hauteur des enjeux? Même quand on discute avec les Congolais, c'est comme des enfants. C'est comme s'ils sont ailleurs. Ils ne comprennent pas. Donc moi je pense que le moment est arrivé. Quand Bintou vous parle, il vous dit la vérité. Même si on partait, ça ne change rien. Ce qui est vrai. Parce qu'ils avaient une mission, c'est comment imploser le Congo. Maintenant, ça devient très difficile compte tenu des mutations géopolitiques où les enjeux commencent à changer. Mais il n'y a que les Congolais qui n'ont pas encore compris que le monde a basculé. Donc, ils sont encore dans des magouilles, dans des négociations pour des petits postes pour manger. Voilà, et je voudrais rappeler encore d'autres éléments importants. Il faut quand même qu'on en discute. Vous savez, l'ONU était ici en 60. Larry Delvin, un agent de la CIA qui était le patron à Kinshasa, à le Pôle vu dans les temps. Dans ses mémoires, il dit, on arrête le Lumumba. Pour qu'on comprenne, l'ONU n'est pas neutre. On arrête le Lumumba. Les Ghanéens demandent à ce qu'on puisse les protéger. Un mot d'ordre vient de New York. Par Ndaka Madior. Ne faites rien. Le Suédois. Oui. Et Lumumba est mort. Et il y a un professeur allemand de l'université de Berlin qui a démontré que Ndaka Madior n'était pas neutre. Il avait des liens avec une entreprise américano-suédoise qui voulait prendre la place de la Société Générale de Belgique. C'est pour vous dire que tout le monde que vous voyez ici, derrière, il y a des intérêts. Il n'y a que des Congolais qui sont naïfs, qui pensent que tout le monde vient nous aider. Je vais encore aller plus loin. Les rapports, donc les réflexions faites par Thierry, tu dois les connaître un peu très bien, Vuglon, qui était ici, à l'Union africaine, pardon, à l'Union européenne, il est maintenant livré. 17 ans après, à quoi sert l'ONU? Je voudrais lire un peu la conclusion. Je préfère lire. Donc, rapidement. Les réflexions ont été publiées en 2016, en avril. Les rapports sur Internet. Prenez note, allez vérifier. Il dit, conclusion, après 17 ans de présence, y a-t-il encore un avenir pour la MONUSCO? L'histoire de la présence onusienne en RDC montre que les rares succès de l'ONU, entre parenthèses, élection 2006, la neutralisation 2023, ont résulté de la concordance des agendas politiques des membres du Conseil de sécurité, du gouvernement hôte et des principaux acteurs de la région. Quand cette concordance d'agenda en fait défaut, les acteurs internationaux qui ont une préférence pour la stabilité ne s'accordent que sur le maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien coûte que coûte de la MONUSCO, aussi inefficace soit-elle. Voilà. La conclusion, c'est celle-là. Voilà. Est-ce que nous, on a compris? Vous faites bien de poser la question. Vous avez pris un peu plus de minutes. Norbert Yamba, c'est votre tour. Bintou s'insère avec... Plutôt, a finalement compris qu'il faut être... faut rester africain et dire aux Congolais la vérité, ou bien elle a piqué la colère, elle a tout lâché quand même. Merci beaucoup. Bintou, c'est la représentante du secrétaire général.
Et vous savez que l'impérialisme n'a pas de couleur. On peut être de couleur noire, mais on représente les intérêts. Et on ne peut pas non plus vous confier des responsabilités si vous ne jouissez pas de la vision et de la philosophie de ceux qui, véritablement, aujourd'hui, sont en train de régenter le monde. À la question de savoir, est-ce que Bitou a raison ou a tort? Je dis, elle a raison. 22 ans, Freddy venait de le dire. 22 ans. Il a dit la plus-value de ce que représente la composition de l'ONU aujourd'hui, la présence des multinationales, qui deviennent plus puissantes que certains États. Et leur vocation, c'est de piller les ressources. 22 ans de pillage systématique. Ils s'en foutent éperdument du nombre de morts. Il n'y a pas que ça. Et puis bon, je m'excuse beaucoup. L'espionnage, ils font des rapports à leurs États et aux autres organismes. Tous les renseignements secrets concernant le Congo. Ils donnent tous les détails. Tout à fait, mais c'est justement... On est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Le monde que nous vivons est un monde qui a été organisé par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, dont le pilotage est assuré par les États-Unis. Aujourd'hui, il y a une sorte de recadrage et de revisitation de ce qu'a été la situation avant 90. Et donc, dans ces montages, ils ont mis en place un certain nombre d'instruments de pénétration et de domination. Ces instruments de pénétration commencent par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation défend les intérêts. Jetez un coup d'œil sur le budget de l'ONU. Vous allez voir qui donne plus. Mais qui donne, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et donc c'est une institution qui est pour eux. Freddy l'a dit en 1960. N'est-ce pas, l'ONU a été venu ici. C'était à l'ONIC à l'époque. Oui. Et avec, n'est-ce pas, l'appel du gouvernement congolais, c'était Lumumba à l'époque, etc. Mais c'est toujours ces intérêts-là, lorsqu'on a estimé que Lumumba défendait d'autres intérêts que les leurs, eh bien, écoute, c'est la même ONIC qui s'est retournée contre Lumumba. Et c'est la même stratégie qui a été faite pour prolonger naturellement le départ de tous ceux qui se présentaient comme panafricanistes, comme nationalistes africains. Et c'est l'ONU qui avait justement mis du sable dans la machine de l'URSS pour ne pas venir au secours de Lumumba. Tout à fait. C'était l'ONU. Oui, donc c'est dans cette vaste complotation, etc., on a fait partir Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio du Togo a été tué sur place au moment où il était au sein de l'ambassade américaine et il y avait la garantie n'est-ce pas, de la présence de l'ONU, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est la même recette. Regardez la situation au Mali. Ça a commencé par une rébellion. Après la rébellion, les djihadistes, etc. Regardez ce qui se passe chez nous. Il y a les ADF, il y a une rébellion. Entre-temps, il y a la MONUSCO. Au Mali, c'est la MINUSMA. Vous allez en Centrafrique. C'est la même recette. C'est la même recette. Les différentes forces africaines, etc., qui s'interposent. Bon, ces forces sont financées naturellement par l'extérieur et elles sont aussi téléguidées par l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que les forces ghanéennes, qui étaient venues sur l'appel de Lumumba, n'ont pas réagi pour soutenir ou défendre Lumumba. Donc, Bintou, comment on appelle ça? Bintou Keïta. Bintou Keïta a raison. Parce qu'effectivement, pendant 22 ans, ils ont exploité le coltan, ils ont exploité le cobalt, tous ces minéraux stratégiques, etc. Mais, croyez-moi, ils ont trouvé des relais volontaires. Parce que généralement, quand ils s'en vont, ils essaient de recruter. C'est ce que disait tout à l'heure Freddy sur la qualité de l'élite, la vocation de l'élite, le degré de nationalisme de l'élite. L'élite a une vocation mercantiliste. Mais qu'est-ce qui fait que, question caresse mon esprit, qu'est-ce qui fait que même les beaux parleurs
avec des idées qui tiennent la route, des gens formidables. Dès qu'ils arrivent aux affaires, une petite parcelle de responsabilité ou grande, c'est le contraste. Vous ne reconnaissez plus les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que alors on fait des alternances sans alternative. Alors maintenant, et quand on se passe de relais, entre guillemets. Oui, bien entendu, mais je dis qu'en fait, si on n'a pas une vision claire parce que nous devons être et que nous voulons fonctionner par rapport à la vision de ce que les autres voudraient que nous soyons, à ce moment-là, c'est très, très, très compliqué. Et alors maintenant, quand on vient, on ne se pose pas véritablement des questions pour dire pourquoi ça fait autant de siècles, nous sommes toujours dans une situation où on continue à nous utiliser, à nous instrumentaliser, à nous clochardiser. Qu'est-ce que nous devons faire à la place? Et je reprends, comme toujours, il faut notre propre paradigme. Et alors maintenant, il faut avoir une élite qui sait véritablement... Là, vous allez le faire dans la conclusion. Je vous pose une question. Les conseils, les différentes rencontres, les différentes réunions ordinaires, extraordinaires du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont rien apporté au problème du Congo. Nous parlons du Congo, nous ne parlons pas de ce qui arrive au palais au palais royal en Grande-Bretagne. Je me dis, cette autre rencontre de septembre à New York, là, je crois qu'il ne faut même pas s'attendre à quelque chose. C'est une promenade pour les grands, pour se retrouver, parler au monde et tout ça. Tant qu'on vivra dans un paradigme hérocentrique à rentabilité externe, ce paradigme permet à l'Occident d'être propriétaire de tout et de rien. Et tant qu'on n'aura pas véritablement apporté une sorte de révisitation par rapport à ce paradigme, où on a besoin de nos minéraux, et même s'ils sont absents, l'ONU peut partir, mais ils vont trouver des relais, c'est qu'ils vont continuer la guerre. Vous savez, les États-Unis, plus de 244 ans de guerre. Non, plus de 244 ans d'indépendance. Et 241 ans de guerre. La guerre aujourd'hui, c'est la plus grande industrie, très plus rentable. C'est que très clairement, les gens préfèrent la guerre que les industries. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez ce qui se passe au Nord Kivu, à Walikale, à des moments, j'ai dû passer 3 nuits là-bas. Je vois le soir la route qui a été construite par les Chinois, etc. Les Chinois aussi entrent dans la danse, vous imaginez. Donc, tant qu'on n'aura pas véritablement inventé un autre paradigme, un autre schéma, pour nous assumer notre autonomie, assumer notre leadership, si nous allons toujours tenir compte des méthodes et des approches... Et tout ça, c'est pas préparé à l'interne, Norbert Yamba. On n'a pas un peuple préparé à ça. L'élite, c'est une élite de jouissance. Ils n'écoutent que la voix de ce nombril. Quelques-uns se distinguent. Ils ont les soucis du Congo. Vous n'avez qu'à voir hier, quand la reine s'est éteinte, tous les statues. La plupart des statues, c'était la reine. Alors que les mamans qu'on massacre ici, là-bas, on ne place même pas son frère, sa soeur congolais, quelque part pour dire, regardez comment on a massacré dans les statues. Les gens sont dans leur discussion. C'est ça. Est-ce que juste une minute pour dire que c'est le début du commencement. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Ne croyez pas que le travail que vous faites là, c'est un travail perdu. Ah non. Le travail a commencé avec notre frère Freddy Moulumba. On a inoculé ça dans les universités. Aujourd'hui, la télévision qui restait encore en retard est en train véritablement d'emboîter les pas. Et si ces discussions se font, et que chacun apporte dans les différents cercles, je pense qu'on aura inoculé un esprit, cet esprit va se consolider jusqu'à ce qu'on va préparer de voies de sortie des crises. Mais il ne faut pas chercher ça de manière mathématique. Hein. Oui, Nixon, merci Norbert. Nixon, évidemment, nous sommes à un moment très délicat. Washington félicite le président Tshisekedi pour l'évolution du processus électoral, pour le rendez-vous de 2023, et puis donne accord de combien? 13 millions. 13 millions de dollars. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Alors, que Bunagana est sous les bottes de l'armée rwandaise,
depuis que Blinken est rentré à Washington, on ne sent... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais on presse ici, Kinshasa, à organiser les élections. Finalement, là, je ne comprends plus rien. Fabien, c'est que je suis... Kagame est rentré dans les bonnes grâces. Je suis le plus heureux sur cette table, avec les interventions de Freddy et de Norbert. Pourquoi? Parce qu'au moins, on est revenu sur le vrai problème. C'est la responsabilité du Congolais. Tout ça se résume à ça. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays depuis le 30 juillet 60? Tout ce que nous avons fait, c'est imiter les Blancs, quitter nos bidonvilles pour venir à Gombe. Et si bien que 60 ans après, nous faisons le même schéma. Nous allons à Gombe. Pire, et nous rentrons. On nous chasse tous de la Gombe. Oui. Et vous voyez comment on achète à la Gombe. Même les concessions et les temples. Ouais. On nous chasse de la Gombe pour nous renvoyer à Bumbu, Voilà. Solemba, autres. Donc, même à Bandal, on nous suit. Il y a des boîtes de nuit, des étrangers. Regardez comment on nous chasse de la Gombe. Oui. Pour vous dire que qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Vous avez parlé de la session de septembre des Nations Unies. Oui, ça commence le 13. L'agenda est connu. Est-ce que les Congolais figurent sur cet agenda-là? Non. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous faire figurer ça? Rien. Nous déplorons ici la confusion que Frédéric a parlé ici. Évidemment, ça commence par là. Quand nous allons à Nairobi, on nous dit qu'il y a deux volets dans la crise à l'Est. Interne et externe. Externe, crise militaire, c'est les États, les forces là qui vont venir. Comme si ces forces-là n'existaient pas. D'autres sont déjà là. Les Burundais sont déjà là. Et les Ougandais sont là. Oui, les Ougandais sont là. Okay. Les Rwandais aussi sont concernés. Oui. Précisez pour les téléspectateurs. Mais les Rwandais, dans cet accord, les Rwandais viendront. Mais les Rwandais, il est dit qu'ils seront seulement à la frontière. Mais ils sont là. Alors, comment on peut être comme ça? C'est là où Freddy dit, et mon grand ici, Norbert, qu'est-ce que nous faisons, nous, Congolais? Quel est l'erreur de l'élite? On nous presse là-bas, et nous applaudissons, et on nous dit maintenant ici, on doit nous réunir avec les groupes armés. Qui nous impose ça? Dites-moi clairement, ça doit être qui? Qui nous impose des choses comme ça? On ne nous impose pas. Un pyromane, on amène pour... nous y allons sans avoir notre agenda à nous. Robert a parlé de paradigme. Quel est notre paradigme dans tout ça? Notre agenda, c'est quoi? Donc on subit. Donc, nous subissons parce que nous-mêmes, nous mettons dans la position de subir. Donc c'est à nous de nous relever. Fabien, je vais faire un petit rappel. Le gouvernement dit, nous faisons face aux terroristes. C'est le président de la République qui a dit non, nous faisons face aux terroristes. Le ministre des Affaires étrangères arrive au Conseil de sécurité, il dit que le Conseil nous aide à désarmer les rebelles. Donc ça fait deux qualifications qui met le partenaire dans une confusion totale. Parce que si nous parlons que c'est les rebelles, donc nous reconnaissons que les M23 a des revendications légitimes. Ça veut dire, le Premier ministre à Tunis dernièrement, il arrive à Tunis, il lui dit, le terrorisme c'est l'accord de l'Afrique, mais ici chez nous c'est des groupes armés. Alors, les autres qui sont avec nous, ils vont passer à quoi? Donc, c'est là la confusion dont Freddy a parlé. C'est là l'absence du paradigme dont veut parler Norbert. C'est à nous, quand nous disons, nous devons nous interroger, est-ce que nous valons vraiment? Hein? Quelle est notre valeur comme intellectuel? Est-ce qu'on peut nous éliminer tous si l'élite, nous avons une élite qui reprend conscience et qui devient audacieuse? Est-ce qu'on va nous éliminer tous? Norbert a parlé, même vous-même, vous avez parlé. C'est une question claire. Est-ce qu'on peut nous éliminer tous? Non, on ne peut pas nous éliminer d'abord. Alors, mais le problème que nous avons, et vous l'avez dit, il y a des infiltrations à différents niveaux. Norbert a parlé de relais. Même si le parti a des relais, est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à nous attaquer à ces relais-là? Parce qu'on peut les identifier facilement. Un exemple simple. Chaque jour, nous nous plaignons, et même les institutions se plaignent, que le militaire au front n'a pas à manger. Mais pendant ce temps, nous constatons que des maisons poussent, qu'on dit que ce sont des maisons de généraux à Kinshasa.
Ces maisons, ces généraux trouvent l'argent où? Vous avez des preuves? Non. Vous avez vu ces maisons des généraux? Nous sommes à la télé, ne racontez pas n'importe quoi. Je dis ceci. Pour révolter la population contre son armée. Je ne révolte pas. Vous avez déjà vu ces maisons-là? Est-ce vrai que le militaire n'a pas l'argent sur le front? Est-ce vrai que le rapport du Parlement a relevé que les 13 millions étaient restés à Kinshasa? C'est le rapport du Parlement. C'était resté pour faire quoi? Le rapport de la Commission de défense et sécurité a relevé ça. Le président de la République arrive à Béni. Il dit que je n'avais pas encore compris la gravité de la mafia au sein des forces armées. Il a même dit qu'il n'est pas exclu que nos forces soient aussi complices. Ça, c'est le président de la République. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il est déçu. Il est déçu. Les moyens qui sont débloqués, pourquoi les militaires n'agissent pas sur le terrain? Le commandant suprême devait se plaindre ou il devait agir? Oui. Il est le commandant suprême du FARDC et de la police. Il y a des institutions qui sont là pour le faire. La justice militaire. On est en train d'arrêter, il y a des jugements pour certains, mais ça doit faire plus. L'inspection générale du FARDC. Oui, le FARDC. Lui-même, l'inspecteur général était parti à Bounia. Il a relevé évidemment la magouille. C'est connu. Et des rapports sont là, les rapports officiels. Mais pourquoi on n'agit pas? C'est ça la question. Pourquoi on ne punit pas? Oh, tant qu'il y aura l'impunité totale, rien ne marchera. Alors cette guerre, Freddy Moulumba, c'est un fonds de commerce et à l'interne, fonds de commerce politique et les affaires, donc les finances et l'économie, et en même temps un fonds de commerce pour les multinationales et les politiques en Occident. Je suis d'accord avec nos deux amis. Le problème, c'est nous-mêmes. Personne ne nous a empêchés de défendre nos intérêts. C'est nous-mêmes. J'étais à Washington en 2014, au département d'État. J'ai défendu le Congo, j'étais contre la balkanisation. Après discussion, une dame m'appelle de côté, elle s'occupait de la sécurité. Elle me dit ceci: Freddy, on est inquiet pour votre pays. Il n'y a pas un leadership qui émerge. Ça signifie quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de d'élite. Distraction. C'est la vérité. Mais il n'y a pas d'élite. Si vous-même, vous entretenez Kagame avec ce qu'il y a avec des multinationales là-bas, l'usine d'or au Rwanda. J'ai dit ceci, comptons pas dans la facilité. Notre élite est très faible. Parce qu'on les voit quand il y a des discussions. Les gens ne préparent pas les dossiers. On ne fait pas appel à des spécialistes. Les gens vont aller pour toucher des commissions. Quand je parle de leadership, il faut parler en termes de leadership collectif. Ce n'est pas un individu. Le président a parlé très clairement. Il vous a dit, le Rwanda, c'est un pays agresseur. Il a parlé partout. Est-ce que ceux qui travaillent avec lui les suivent? Pourquoi aujourd'hui, les ministres, les journalistes, les intellectuels, les vendeurs de bouche et autres, pourquoi les gens ne peuvent pas reprendre ces discours du président endossés? Et ça va créer ce qu'on appelle les rapports de force. Il a parlé, c'est fini. Il y a tellement de contradictions, nous devons mettre face là. Et c'est une occasion aujourd'hui de profiter, de voir que le président de la République, c'est la seule personne la mieux informée. Chaque matin, il a toutes les situations. Mais quand il vous parle comme ça, vous allez faire comment? Nos amis qui sont en politique, qui font la politique, la première chose à faire, c'est comment détourner l'argent pour construire des maisons. C'est anormal. Quand vous dites aux gens, il y a 20 millions de morts à Kinshasa, 22 ans de guerre. Regardez à travers la ville. On construit à tout moment. À la Goma, là où il y a encore des gens qui ont encore de l'intelligence, on doit se poser des questions. Est-il normal au moins? Je pense que la grande difficulté ici, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a Thomas Kanza qui avait publié un livre, hein, donc on a traduit un peu en français en retard. Ascension et chute de Patrice Lumumba. Il est arrivé à une conclusion. Le problème, le drame, la tragédie congolaise, il y a deux choses. C'est d'abord l'extérieur. Dans les temps, il paraît des Belges qui n'ont pas décolonisé la mentalité. Ils sont restés du temps colonial.
aujourd'hui, je pense, est remplacé par ce qui était à Berlin en 1885. Mais l'autre côté, il dit, c'est le leadership congolais. Les gens, quand ils prennent le pouvoir, ils ne savent pas à quoi ça sert. C'est un constat qu'il a fait en quand il travaillait avec Lumumba. Oui, c'est 60. En 60. Il a vécu tout ça. Des négociations. Quand il a négocié avec les gens de l'ONU, il était acteur. Il vous écrit. Alors, demandez à nos hommes politiques qui se disent politiciens combien ont lu ce que Kanza a écrit. Une élite se forme. Je vous prends un exemple précis. L'Union soviétique, quand elle s'est désintégrée, il y a une penseuse, une historienne française, Hélène Dancause, je pense, Hélène Dancause, qui a dit la chance de l'Union soviétique, quand il y a eu la transition, c'était qu'on a eu la chance d'avoir un homme comme Boris Yeltsin, mais il s'est entouré des élites de qualité, qui savaient lire l'histoire et orienter. Mais aussi la population russe, c'est une population qui a une culture. Mais venez chez nous ici, regardez nos médias, regardez les discussions entre hommes politiques. Mais c'est un vide. Est-ce que nous devons continuer avec ça ou bien ça doit changer? Freddy Mulumba, dans la praxis, les médias cherchent, tentent de sauver la face. Mais regardez la chaîne nationale. Vous avez été là, regardez. On sait comment, dans quelles conditions vous a fait partir de là. Mais quel est le contenu et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quel est le travail qui dirige ce média? Entre guillemets, je ferme la parenthèse. Oui, écoute. Je ferme la parenthèse. Non, je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là. Moi, je ne vous demande pas de réagir. Les polémiques ne nous avancent pas. Je voudrais reporter encore des éléments. Je vous parle ici, il faut que les élites congolaises lisent. Actuellement, il y a deux personnalités importantes dans le gouvernement de Biden. Vous avez Samantha Power et Susan Rice. Samantha Power est à la tête de USAID. Susan Rice, il est dans l'institution de, je pense, le ministère de l'Intérieur. Ils ont publié leur mémoire. Toutes deux étaient dans l'entourage d'Obama. Ils étaient tous représentantes des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. Je préfère montrer aux gens, mes frères congolais, ça ne coûte rien. Lisez. Quand vous lisez ces gens, c'est ça la force des Occidentaux. Après avoir quitté un emploi, ils écrivent. Parce que quand vous lisez maintenant, vous savez avec qui vous pouvez discuter. Bon, donc faisons un effort. Ça change quoi la Gambienne? Comment on non, c'est encore guinéenne. Non, on parle de la Gambienne à la tête de qui était procureur de la CPI. Ah ouais, ouais. Comment il s'appelle encore? Madame Fatou Bensouda. Mais elle a dit aussi que l'affaire de Gbagbo c'était un complot. Mais elle vient le dire quand? Elle vient le dire quand? Quand elle était là, l'africaine. Bon, il y a un souci. Norbert Yamba, à Kinshasa, pendant que Bunagana est sous les bottes du Rwanda, à Kinshasa, nous sommes nous sommes dans le phénomène poudre après la publication des résultats, diplôme d'État ou résultats, examen d'État. On est dans la fièvre des remaniements. Qui doit partir? Qui doit intégrer le gouvernement? Combien de warriors vont partir? Sama, le chimiste, partira ou il va rester? Et puis, nomination dans les entreprises. On est dans ça. Et puis, des coups qu'on donne à certains animateurs des institutions. On laisse les vrais problèmes dans l'Est et la survie de la nation en danger. Est-ce que c'est responsable? Bon, est-ce que c'est responsable? C'est bien étudié par les services de renseignement extérieurs? Non, il n'y a pas que les services de renseignement, parce que l'évaluation relève véritablement de la compétence du gouvernement. Lorsque on a mis en place un arrangement institutionnel animé par une équipe, on évalue les résultats. Et on peut dire
qu'il y a moyen de résister tel ou tel endroit, etc. Le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Le faire, c'est donner la possibilité d'avoir des hommes et des femmes plus efficaces pour apporter un peu plus de plus-value, pour permettre à ce que véritablement la solution soit trouvée. Est-ce que c'est pour autant dire que lorsque on est engagé à changer dans telle ou telle entreprise, etc., encore que ce sont des soldes qui ont duré pendant longtemps, est-ce que c'est pour autant dire qu'on a réduit l'efficacité sur le terrain de bataille? Moi, je dis non. Toute la problématique sur la guerre dans l'est de notre pays repose sur la prise en charge de notre destin par nos forces militaires. Nos forces militaires, et cela est très important. Et je crois que lorsque vous regardez les cheminements du président de la République, il n'a jamais cessé de le dire, que l'axe militaire est fondamental, mais il faut aussi l'axe diplomatique. Les deux font commune. Donc on n'a pas abandonné. Mais on peut aussi y mettre un peu plus de Tunis pour avancer un peu plus qu'avant. Donc sincèrement, je ne partagerai pas ce que vous parlez de la responsabilité ou non. Je dirais que oui, ça peut être responsable lorsqu'on veut véritablement changer. J'ai entendu tout à l'heure Freddy, comme Nisson, dire qu'il y a un problème d'élite. Bon, ce sont ces élites qui gèrent la République, ce sont ces élites qui se retrouvent dans les institutions de la République. Alors maintenant, celui qui est censé voir le travail et la performance de tout un chacun, c'est le Premier ministre, c'est le Président de la République. Et donc, sur base de cette unité d'observation, on peut dire, nous prenons des mesures courageuses pour avoir des hommes et des femmes qui sont capables de changer la situation. C'est de la responsabilité. Eh bien, écoutez... Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je rebondis dans votre argumentaire. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui nous suivent, tous ces Congolais et toutes ces Congolaises? Et l'espoir, vous vous souvenez de ce que ça a donné, de ce qu'a été le résultat du printemps arabe en Tunisie, ce que ça a donné en Libye et ailleurs. Lorsque la révolution vient du peuple et qu'il n'y a pas une élite qui doit coacher, guider le peuple, comme les philosophes au XVIIIe siècle en France, si il y a une élite des jouissances, une élite qui a peur, qui ne pense que à sa bagnole et à sa maison, quelque part à Kinshasa, qui ne pense qu'à son poste, quel espoir encore garder de cette élite qui est allée à l'école de blancs, bon, aujourd'hui l'école des noirs, entre guillemets, ce peuple qui souffre à Kenankuna, qui souffre en Andanjika, à Lusambo, à Katakokombe, qu'est-ce qu'il peut encore espérer de tous ces gens qu'il envoie à l'école? Fabien, oui. Cette question est la plus pertinente. J'ai l'audace de vous poser cette question pour ce que nous sommes. La question là est la plus pertinente. Oui. Parce qu'elle pose la question de savoir quelles sont, n'est-ce pas, les conséquences n'est-ce pas, de la gestion de nos élites par rapport à la situation de nos concitoyens. Si on répond à la question, à ce moment-là, on aura fait un bon bondissement. Cependant, moi je crois qu'il y a encore de l'espoir. Regardez comment vous avez changé même le casting de cette émission, qui est suivie par ailleurs à travers le monde. Vous avez estimé que le problème est plus difficile, plus complexe que d'appeler, certes, tout un chacun a la liberté de pouvoir dire ce qu'il pense, ça c'est évident, mais quand même que les gens y réfléchissent pour permettre à ce que on donne au gouvernement de la République, aux décideurs, un certain nombre d'inputs qui leur permettent de prendre des décisions non seulement courageuses, mais déterminantes pour l'avenir de notre pays. Mais écoutez, quand même, au moment où on me pose cette question, on me dit de la rappeler. Comment Kinshasa attend de Blinken et de Washington des mesures fortes, même au sein de l'ONU, contre Kagame et son régime sanguinaire? On vient nous proposer 13 millions pour le processus électoral. Des élections qui vont encore nous amener des problèmes. Je vais terminer sur cette question. D'abord, élection. Bon,
Élection, c'est la formule occidentale. Et même chez les Occidentaux, il y a une nuance au niveau de l'approche. Nous avons adopté la formule occidentale, qui du reste est un piège, parce qu'on sait que les élections vont aboutir à des conflits récurrents. Et donc, les élections ne donneront jamais solution. Et ça leur permet véritablement d'avoir un terrain fertile, même des graines pourries peuvent bien germer. Donc, on n'aura jamais, encore qu'il faut inventer un paradigme, il faut inventer un système, il faut inventer un modèle. En français facile, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire en fait qu'il faut sortir véritablement de la coquille à l'occidental. Qui doit faire ça? Eh bien, écoute, mais c'est tous les chercheurs. Regardez, il est responsable de la gouvernance. À Longinaye, on écrit les pourcentages même sur les joues et sur les t-shirts. Mais c'est pourquoi. Alors, mais qui doit changer ça? C'est tout le monde. Écoutez, un garçon de l'ISP Bounia écrivait en 1978, payons le droit à la contestation. Payer le droit à la contestation ne relève pas essentiellement des dirigeants de la République. Regardez cette remise en question. Avec mon ami, mon frère, mon ami Freddy, etc., nous sommes en train de remettre en question. Il a posé un problème réel. Il dit, mais la paix, la crise, c'est laquelle? Et alors, on fait le spectacle ou on fait véritablement trouver une solution? Et alors, maintenant, toutes ces questions questionnantes sont en train d'être mises sur la table. Nous sommes en train de nous poser des questions pour l'avenir de notre pays. Parce que nous avons fonctionné pendant des millénaires avec le système occidental. Des siècles, je voulais dire. Et donc, ça n'a pas donné de résultats. Aujourd'hui, il faut que des discussions à l'intérieur des associations, dans des universités, vous les journalistes, même les thématiques que vous choisissez. Les décideurs ont toute oreille à toutes ces propositions des sociétés savantes, la société civile, pour impulser vous donniez l'impression... la dynamique. Fabien, vous donniez l'impression... Le président de la République, il a passé tout son temps, n'est-ce pas, à se battre pour que bon, le Congo fonctionne autrement. Il a l'oreille pour écouter. Certainement que, bon, est-ce qu'ils sont nombreux, combien qui aiment écouter tout ce qui est dit? Mais ça commence par une personne et ça s'inocule justement jusqu'à se faire généraliser. Mais je voudrais terminer en disant, parce que vous avez dit, mais écoute, ça réussit dans le monde arabe, le printemps arabe et compagnie, etc. Attention, attention. Nous n'allons pas faire comme les Arabes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous allez en Égypte, ça n'a pas donné de résultats. Vous allez en Libye, ça n'a pas donné de résultats. Vous allez à Tunisie, vous ne serez pas donné de résultats. Inventons le système qui est le nôtre, qui est fondé sur notre culture, qui interroge naturellement les héritages traditionnels et qui nous permet véritablement de réfléchir et de monter, de scientifiser quelque chose qui nous permettrait de faire en tenant compte de notre particularisme. Oui, tout est aussi question de casting de ceux qui doivent être dans la cour, tout autour du chef du gouvernement, le metteur en scène du programme du chef de l'État ou de la vision du chef de l'État, et de ceux qui sont dans la cour, qui chuchotent à l'oreille du chef, pourvu qu'il les écoute aussi. Alors tout ça, c'est pas quelque chose par baguette magique. Moulumba, bon, tu es le mien, sois à côté, ou Yamba Yamba, c'est toi, le mien, sois à côté. Non, c'est la sélection rigoureuse. Monsieur Kambale, nous terminons, on amorce l'atterrissage. Il n'y a pas de résultat escompté à attendre de la tournée de Vital Kamerhe, caravane de la paix. Même Mouindo, il est allé peut-être passer ses vacances ou bien peut-être motivé beaucoup plus pour son nouveau parti. Et puis, voilà. Obasanjo, lui, bon, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le Messie pour le Congo. Et du coup, l'Occident ne nous apporte pas grand-chose. Et nous-mêmes, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Les yeux pour pleurer, oui et non. Moi, je dirais, nous devons faire quelque chose. Et il y a des bases pour cela. Lorsque les autorités, la haute autorité politique du pays prend position, il appartient non seulement à ceux qui sont autour de lui, mais évidemment à tous ceux-là, les intellectuels, comme nous le faisons ici, à comprendre cela et à relayer cela pour que le peuple soit mobilisé. Je peux vous dire, pourquoi je dis souvent qu'il y a espoir? Parce que la mobilisation de la population congolaise n'a jamais d'égal à travers le monde. Sinon, le pays a dû être implosé depuis. Et c'est cet espoir-là, cette mobilisation-là qui fonde l'espoir d'une République démocratique toujours unie jusqu'à aujourd'hui. Et tant que cette population sera mobilisée, on aura toujours cet espoir. Mais alors,
il faut maintenant transformer, il faut utiliser ces énergies-là de la population de manière rationnelle. C'est là où se pose vraiment le problème de leadership. Donc, le leadership doit comprendre, vous avez dit évidemment, nous avons de le dire, le printemps arabe a eu des effets parce que c'était la population, mais il n'y avait pas d'élite. Les leaders politiques sont venus seulement se greffer pour servir de relais de ceux-là qui continuent à tirer les ficelles derrière la soif de la population. Donc, ne tombons pas dans ces pièges-là. Aujourd'hui, ça peut nous servir de l'esprit. Non, non. Comme la population est mobilisée, comme aujourd'hui, la population est mobilisée, non, nous voulons le départ de la MONUSCO parce que nous constatons que la MONUSCO, et ainsi de suite. Prenons cela. C'est vrai, j'aimais bien que le ministre Mouindo en a parlé à Boutembo en disant oui, nous avons écouté ce que la population a dit et nous avons dit travailler. Vous y travaillez comment? Vous y travaillez comment? Parce que si on reste dans le calendrier de 2024 pour le départ, vous n'avez pas travaillé. Alors voilà pourquoi j'ai dit l'espoir est là, mais il faut travailler pour consolider cet espoir et l'orienter dans de bonnes directions. Et c'est ça ce que nous demandons. Ils ne suivent pas, ils suivent. Parce que les émissions, quelles que soient les émissions, ils suivent. Je sais qu'ils suivent. Je sais qu'ils vont tirer quelque chose dedans. Mais évidemment, il faut toujours pousser. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. On arrivera. Freddy Mulumba, justement, c'est donc l'atterrissage. On est en plein atterrissage. Il y a, on dit souvent, chat échaudé craint l'eau froide. Fort de l'expertise ou du malheur qui s'est abattu sur le Congo à l'époque de l'ONUC, Lumumba sacrifié. Fort de l'expérience de ce groupe armé qui se multiplie, au vu au su de cette mission onusienne qui dépense des milliards pour être ici. Et fort de ce qui est arrivé à Biarimana, alors qu'il négociait avec les soi-disant rebelles, à Arusha, ce qui lui est arrivé, non pas seulement à lui, mais aussi à d'autres dirigeants africains. Vous connaissez ce drame. Avec les Français qui étaient là, qui veulent se racheter maintenant. Est-ce que nous devons continuer à vivre de cette manière? Le président monte, descend, sans savoir que, voilà, dans ce pays, nous sommes dans une situation difficile. Et puis, même pour lui-même, et puis pendant que cette MONUSCO cherche à partir, qu'est-ce qu'elle peut laisser ici de dangereux? Nous réfléchissons dans une approche impersonnelle. Oui, impersonnelle et prospective. Que faire? Donc vous avez posé la question sur l'espoir. Voilà. Moi, je ne perds pas l'espoir parce qu'il y a l'histoire. Vous savez, durant la colonisation, il y avait des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas de changement. Après 1945, les choses ont basculé. En 1960, les Belges qui ne pensaient pas quitter ce pays ont été chassés. Ils sont partis en débandade. Donc, cet événement historique peut nous donner un peu d'espoir en disant le peuple a toujours le dernier mot. Deuxième élément, c'est les changements géopolitiques. Nous sommes dans une mutation sans précédent. Il y a un monde multipolaire qui se met en place. Le Congo reprend sa place. J'ai dit la fois dernière, M. Kagame et M. Museveni ont été utilisés par les États-Unis d'Amérique à partir de Bill Clinton, donc à partir de l'administration Bill Clinton. C'était suivant le paradigme de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme, le paradigme de concurrence, de compétition entre grandes puissances. Le Congo reprend sa place. Mais la difficulté chez nous, les élites, pas toutes, la plupart des élites ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas tiré ni les leçons de l'histoire, et puis beaucoup ne vont pas plus loin. Regardez les discussions ici. Comment se partager le pouvoir? Même quand on dit on va aller aux élections, il faut partager le pouvoir. Une telle élite, il ne faut pas espérer. Donc la seule chose qui nous reste aujourd'hui, il faut renouveler l'élite, la changer. On n'a pas d'autre choix. Sans une élite de qualité. Comment on va renouveler? Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même au village là, on sait qui est qui.
Si tu es un voleur, mais tu n'as pas droit à un poste au village. Comment est-ce que nous, on peut permettre aux voleurs d'accéder au pouvoir? Ça doit s'arrêter. Donc c'est une conscience nationale. C'est là où on doit voir les élites qui doivent s'assumer. Les politiques négocient, il faut comprendre. Mais ceux qui font, qui se disent intellectuels, philosophes, historiens, politologues, économistes, il faut que ces gens parlent. Et c'est là où j'ai dit, il faut que les médias jouent leur rôle. Ça signifie qu'il faut permettre à tous les médias d'avoir des gens de qualité. Mais quand vous voyez vos médias, c'est la confusion totale. On ne fait pas les médias quand on est pauvre. Vous savez que les médias, ce n'est pas une affaire. Non. Monsieur Moulumba. Qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Qui subventionne ces médias? Non. J'ai dit c'est d'abord la volonté. Regardez aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Ça coûte quoi pour avoir un compte Twitter? Regardez ce qui sont les réseaux sociaux. C'est la médiocrité. Et curieusement, vous voyez que ces médiocres-là sont suivis. Et vous qui donnez des idées claires, personne ne vous suit. Ça signifie que les problèmes, c'est nous. Si par exemple, il y a beaucoup d'intellectuels qui tweetent, qui font des vidéos comme notre frère le fait régulièrement, s'ils sont nombreux, on crée une masse critique, les médiocres vont s'effacer. Pourquoi ces médiocres aujourd'hui sont dans les médias? C'est parce que ceux qui doivent parler n'ont pas le courage de s'assumer. Voilà les problèmes. Donc, les problèmes, c'est nous. Il nous faut de nouvelles élites, des élites conscientes, honnêtes et compétentes. Et des élites qui aiment ce pays. Et des élites qui pensent qu'après elles, l'histoire en tiendra compte. Mais pas des élites qui passent tout le temps à chercher des voitures, voyager en first class, en train de boire la champagne. Aux médias, certains même qui s'enivrent en prenant la champagne. Ça ne marche pas comme ça. Alors que les enfants ne sont pas à l'école. C'est que l'élite. Donc, si nous voulons que ça change, changeons d'élite. On n'a pas d'autre choix. Robert Mayamba, vous allez boucler justement. Nous sommes bien consolés. Bon, voilà, c'est une joie. Lorsque l'enfant a décroché un diplôme, c'est bien. La poudre, là, comme on le voit, c'est devenu un phénomène national. Et puis, voilà, il y a ce remaniement qui est attendu par beaucoup aussi. Peut-être que d'autres changeront de discours après remaniement, s'ils sont dedans ou pas, et la suite des nominations dans les entreprises publiques. Alors, quel conseil vous prodiguez aujourd'hui? Maintenant, pour terminer, on sent que la MONUSCO est aux abois, elle doit partir, les affaires vont terminer pour certains, et en même temps, ce n'est pas la fin du calvaire au Congo. Alors, donc, on nous dit élection. Je voudrais simplement dire que la MONUSCO va partir, mais la MONUSCO va rester. Parce que c'est le système fondamentalement occidental où on devient absent, mais on laisse des relais volontaires. C'est très important. Et la question revient à ce que va-t-on accepter que ce volontaire fasse la même chose que la MONUSCO? La MONUSCO est en train de peser son budget. Mon ami Freddy l'a dit, 1,5 million. 1,5 milliard de dépenses l'an. À ce moment-là, ils peuvent partir. Ils laissent des relais. Ça coûterait moins cher. C'est au Congo maintenant d'affirmer son leadership pour assumer véritablement ses responsabilités. Deuxième chose, je voudrais simplement dire que, partager ce que disait tout à l'heure mon ami Freddy, lorsqu'il dit que le Congo doit reprendre sa place. Mais je voudrais également insister par rapport à ça pour dire que reprendre sa place vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'Occident ou de l'Orient? Si hier, il avait perdu sa place vis-à-vis de l'Occident qui a fait comme il en a voulu, etc. Il y a multipolarité aujourd'hui. Il y a l'Orient qui s'ajuste, mais il faut la même danse. Je crois que le plus important, c'est notre autonomie, notre capacité de générer nos propres alternatives. Certainement que ça ne va pas se faire de manière mathématique, mais il faut y aller graduellement. Et pour terminer, je pense, on peut tout dire. Si nous ne trouvons pas notre propre paradigme, j'insiste, le paradigme, c'est un modèle, c'est un système de valeurs. La démocratie occidentale ne nous amènera nulle part. Donc il faut aller au référendum. Non, vous allez au référendum avec quelle constitution? Oui, et puis c'est sûr de quel droit? C'est le droit gréco-romain qui est un piège. Il faut ressortir les héritages traditionnels, les moderniser, les scientifiser. C'est très important.
Nous avons connu à l'époque une confédération de royautés. Nous avons connu des royaumes. Vous voulez qu'on adapte notre démocratie à notre situation. Oui. Regardez, la Russie a adapté. Le perdant dirige avec la Russie. Le gagnant dirige avec le perdant. Ou c'est le perdant qui devient le Premier ministre? Il n'y a pas une recette, mais réfléchissons. Quel est le modèle qui nous correspondrait, qui nous donnerait moins de problèmes? Ça, nous devons faire cette réflexion. Et il y a carence de ceux qui sont intéressés par rapport à la question. Parce que tout le monde veut donner une solution par rapport à ce qui existe et qui a existé pendant longtemps et qui ne nous a pas donné de résultats. Et donc, nous voulons maintenant qu'on tente de nouvelles expériences. Dans quel cadre on peut réfléchir autour de ça, autour d'une telle proposition? Dernièrement, si on peut s'inspirer de ce qu'a fait la France, Macron a réuni les Français, les meilleurs d'entre eux, dans les différents secteurs de la vie nationale. Il a dit que la démocratie est essoufflée, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle est dépassée. Il faut réfléchir sur un nouveau modèle, parce que nous sommes en train véritablement d'avancer, sinon ça sera l'effondrement. Et ils ont réfléchi ensemble, ils ont fait un montage d'un arrangement institutionnel. Bientôt, ils vont mettre en place un autre système à la différence de l'ancien. Et donc, le président de la République, qui est du reste le pilote, pourquoi pas, n'est pas initié à travers les universités, à travers les cercles, les associations, etc., pour qu'en fin de compte, des gens spécialisés comme mon frère Freddy Papa, je le vois, il est tellement avancé dans cette expérience où il peut modéliser les idées, etc., construire quelque chose qui permettrait de devenir un système de valeurs. Merci. Ça, on en a besoin. Encore qu'il faut tenter. Je ne dis pas que lorsqu'on aura acquis un nouveau système de valeurs, c'est que tout de suite la situation change. Mais je dis on aura posé un premier pas et le premier pas a toujours été le plus long. Merci beaucoup Norbert Yamba Yamba. MONUSCO ici ou non, donnons les moyens qu'il faut à notre armée. Extirpons de cette armée, de ces forces armées, les traîtres, les collabos, les relais du Rwanda et de l'Ouganda et même des multinationales. Comme l'avait proposé autrefois quelqu'un ici. Oh, extirpons des services de renseignement et de sécurité, des relais et laissons les patriotes, de gens qui aiment réellement le pays, pas l'amour labial, l'amour platonique, le vrai amour de cette nation. Des gens qui savent se sacrifier pour les futures générations. Et ensuite, la société civile doit être efficace, pas une société civilement politique. Et que les médias, nous puissions jouer notre rôle. Avec ou sans nous, le Congo atteindra sa destinée contre la volonté de ceux qui sont en Occident, qui ont planifié notre malheur. Et puis, voilà, c'est par ici qu'on termine. Freddy, merci. Merci Norbert. Merci Nixon. Merci à vous aussi d'avoir beaucoup réagi. On le voit, on était en direct sur YouTube. Beaucoup de réactions de votre part. Merci de votre confiance. À très bientôt. La rediffusion samedi à 9 h, dimanche à 11 h. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons la semaine prochaine sur Télé 50. La République ou la nation au cœur des intérêts.